Il y a 15 erreurs que la majorité des développeurs Next.js font tous les jours sans s'en rendre compte. Ces erreurs créent des failles de sécurité et mettent en danger tes utilisateurs. Même certains seniors font ce genre d'erreurs. Dans cette vidéo, je vais te partager toutes ces erreurs que j'ai eues en créant plus de 6 SaaS dans ma plateforme de formation qui a plus de 2500 utilisateurs. Reste attentif à ces 15 erreurs et la première déjà va te choquer. La première erreur concerne les layout routes. Tu vois que ici j'ai une petite application plutôt simple qui possède un dossier error. Tu vois qu'on est sur l'error 1 et il y a démo 1 et démo 2. Donc ici 2 URL. Et dans le layout, je viens vérifier si l'utilisateur est connecté. Donc ici j'utilise nextAuth avec une méthode ici de nextAuth. Et si l'utilisateur n'est pas connecté, je lui affiche not authorized. Et tu peux voir que ici actuellement on a ce not authorized qui est affiché. Et s'il est connecté uniquement, je viens lui afficher les props.children. Et tu pourrais te dire qu'à ce moment-là, en ayant fait cette condition, eh ben on s'assure que cette page-là soit inaccessible et que cette page-là soit inaccessible. Et principalement que ici cette string qui est ici my secret message 123, ça pourrait être un code d'authentification, un verification token, tout ce que tu veux, et ben il soit pas accessible, qu'il soit secret, que ce soit des données inaccessibles, ça pourrait être aussi une liste d'utilisateurs. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Si ici je commente cette ligne-là, en fait, tu vas pouvoir voir que on va voir la page démo page 1 et que quand je clique sur go to page 2, ça m'affiche la page 2, hein. Donc, qui me permet de naviguer entre démo 1 et démo 2. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, Layout ne sécurise pas du tout l'accès à ces pages. Donc, je vais te montrer ça. Je vais refresh démo page 1 ici. Je vais afficher les fetch et je vais cliquer sur Go to page 1. Donc là, tu vois qu'on a switch de page et qu'on n'a fait qu'un seul petit fetch qui est démo 1 underscore RSC S45U. Et ce fetch-là, eh ben, il vient nous donner l'intégralité de la page qui s'est affichée. Donc je vais te le remontrer. Quand on arrive ici, il y a juste les fetch de la session. Et là, quand je clique sur démo page 1, eh ben, on peut se rendre compte qu'on vient fetch les données qui sont ici. Donc si je prends cette URL, que je copie cette URL, comme ceci, et que je viens ici dans HTTPI, qui permet de faire des queries, et que je colle cette URL juste ici et que je send, tu peux voir que je reçois une 200. Et que dans tout le rendu que j'ai juste ici, si je cherche assez longtemps ce qui se passe là-dedans, eh ben tu peux voir que juste ici, eh ben on reçoit le My Secret Message. C'est-à-dire que sans être authentifié, un hacker pourrait très bien réussir à accéder à des pages interdites, comme ceci, en faisant directement la query, et pouvoir accéder aux pages sans avoir besoin de passer par le layout. En fait, c'est possible en Next.js, avec la query que j'ai fait ici. Donc si on va dans les headers, il faut ajouter RSC1, content type, et ici nextRoute pour fake et tout ça. Et ben c'est possible de fetch la page sans passer par les routes. Pour te l'expliquer, en fait, l'erreur 1, c'est qu'on a des routes. Par exemple ici app/layout, app/user/layout et app/user/5/page. Ici, tu peux pas donner le user 5 sans vérifier les autorisations parce que, en fait, il est possible de fetch cette page directement sans utiliser les layouts. Alors, comment corriger ce problème? La première solution, c'est de venir faire ce check, donc avec ici le user dans chacune des pages. Donc ici, on va le rajouter dans le layout. Et ici, on va le rajouter dans cette page-là. Et tu peux voir que déjà en faisant ça, si je vais sur HTTPI et que j'essaie de run la request, tu peux voir que maintenant, My Secret Message n'est plus affiché. Donc, on a déjà résolu le problème. La deuxième solution qui pourrait être faite, c'est de faire ça dans les middleware. Et ici, définir une URL en disant, voilà, sur cette URL-là, tu n'as pas le droit d'accéder à cette page-là. Donc ça serait à rajouter dans ce middleware. La deuxième erreur concerne les API routes de Next.js. Quand tu fais des API routes, il est essentiel de venir constamment vérifier les données. Tu vois que ici, je viens update tous les éléments qui ont un ID et je change leur review. Donc ici, je vais juste ouvrir Prisma Studio. On peut voir qu'ici, dans feedback, j'ai par exemple 2 feedbacks. Donc, ce que je peux faire ici, c'est que je peux prendre l'ID de ce feedback-là, venir dans mon application et changer la review 5, submit, et à ce moment-là, on peut voir que la review a 5. Maintenant, en fait, n'importe qui peut venir dans mon API, ici, et ne pas passer d'ID, par exemple. Donc ici, je ne passe pas d'ID et je vais mettre la review à 10. Et donc là, je vais sauvegarder et envoyer cette request, et on voit que je reçois une 200, et que maintenant, si on refresh, toutes les reviews sont passées à 10.
Et donc, j'ai pu modifier et bypass totalement mon type que j'ai fait là. Donc, en règle générale, il faut toujours vérifier toutes les données client. Donc, ici, avec par exemple un Zod schéma qui va nous permettre de définir un schéma avec ici un ID, une review, définir des limitations comme mid, max et toutes les limitations qu'il faut le faire. Et ici, enlever cette vérification et pouvoir à cet endroit faire const results égale zodschema.saveparse de JSON. Si le résultat n'est pas là, et ben j'affiche une erreur invalide JSON. Et donc ça va être essentiel de le faire constamment pour que ici, maintenant, quand j'envoie ça, on voit que ça me fait invalide JSON. Et même si je rajoute un ID et que j'essaie de passer une valeur qui n'est pas valide, donc ici je rajoute l'ID, ça va me dire que c'est invalide parce qu'il faut que j'utilise maximum 5 ou 1 à 5. Et donc il va constamment falloir vérifier tes données qui viennent d'API. Ça c'est pour l'erreur 2. L'erreur 3, c'est la même chose, sauf que c'est dans les server actions. Les server actions, elles donnent un sacré piège parce que ici on type les données qu'on prend en paramètres et aussi elles sont un peu plus inaccessibles. Mais qu'on soit clair, même si on a des server actions et qu'ici j'essaie d'update, c'est possible de venir d'inspecter la request ici, de venir copier cette request, et donc là si je crée une nouvelle request, je mets l'URL, je passe ça en post, et ici il me suffit de chercher une petite propriété qui se cache juste ici, Next Action. Ça, c'est un ID généré qui est différent à chaque build. Je viens dans les paramètres et je rajoute Next Action avec l'ID que j'ai juste ici. Une fois que j'ai ça, eh ben, il faut aussi modifier, attention, le content type, si je me trompe pas. Hein. Si on modifie pas le content type de mémoire, ça marche pas bien. Ah merde, c'est pas dans les headers que je veux mettre ça. Hein. C'est pas ici que je veux mettre ça, c'est dans les headers. Donc ici, je vais copier Next Action. Ensuite, je vais dans le content type ici, je le rajoute et je mets ça. Et normalement, ensuite, ça, je peux supprimer et je peux aller dans Body. Dans Body, je peux passer un texte. Et dans ce texte, eh ben, il me suffit d'avoir le payload qui est juste ici. Donc là, tu vois que ça se met en tant que forme, arrêt. Et quand j'envoie, ici, on voit que ça a bien fonctionné et que normalement, si je vais ici et que je filtre ma liste, on peut voir que ça a bien mis la review à 4. Alors, encore une fois, ce que je peux faire, c'est qu'ici, dans ID, je peux passer Undefined, ou je sais même pas comment passer Undefined, mais le plus simple, c'est d'enlever l'ID. Là, j'envoie, ça marche bien. Et on peut voir qu'encore une fois, on a eu le même problème qu'avant, vu que dans mes feedbacks, ça update toutes les reviews. Donc ici, il va encore falloir impérativement vérifier les données, avec ici un schéma, const zod-schéma, et pouvoir ici faire result, avec ici un if result.success, et bien à ce moment-là, on va return error invalide JSON comme ceci. Et on va pouvoir handle le résultat ici en faisant if result.error. Et bien ici, je peux throw l'error, et sinon, je peux afficher un toast. Ensuite, gérer un statut on error pour afficher un message d'erreur. On va plutôt faire ça simplement comme ceci. Ça va être plus efficace. Donc ici, si j'essaie de passer un ID qui est invalide, hop là, et que là, je mets une review de 10, ça m'affiche bien invalide JSON. Donc très important à faire ça toujours. Pour t'aider, tu peux utiliser Next Safe Action que j'utilise dans nowtest.app. Tu peux aller check ma boilerplate juste ici pour créer des applications Next.js plus rapidement. Mais je t'invite à utiliser Next Safe Action et Next Safe Route. Le code ici de Richard, dont j'ai participé, je suis contributeur. Et je suis en train d'améliorer cette librairie, mais Next Safe Route, ça vient aussi résoudre pas mal de problèmes, donc je t'invite à aller checker ça. La quatrième erreur que tu peux faire, si tu n'utilises pas Next Safe Routes, c'est de venir trop des erreurs dans notre server action. Alors quand tu fais ça, donc ici tu vois que j'ai vérifié les données, etc. afin de vérifier que tout est bon, et là je peux mettre un min et un max. Et quand je fais ça, si ici j'utilise encore une fois un ID et que je mets 10, et ben tu vois que ça vient trop, une erreur. Mais attention parce qu'à ce moment-là, en fait, la server action va trop. Donc ça peut venir faire crash ta page et tu vois que ça affiche une 500 et pas une 400. Donc ici, c'est possible de venir try catch l'erreur comme ceci pour pouvoir potentiellement afficher bah, ici une logger.error comme ceci et pouvoir afficher ici logger.success. Pardon, pourquoi je fais logger? Toast
Et ici, toast.success résulte.message, comme ceci, error.message. On va faire juste error, c'est pas grave. Et donc ici, c'est possible de venir gérer la review quand je mets 10 pour venir afficher ici une erreur, mais tu vois que ça vient vraiment trop une erreur, ça vient nous donner une 500. Les server actions ne doivent pas trop d'erreurs, c'est contre-intuitif, c'est pas fait exprès, donc il va falloir vraiment résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, et ben ici tu vas plutôt return, comme ceci, return error de .invalid.json, comme on l'a fait juste avant. Ou utiliser next safe action, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple, parce que tu vas pouvoir faire ici action.schéma. Ici, je vais pouvoir passer mon schéma, et ensuite .action, avec ici parsed input, comme ceci, qui vient être passé en paramètre. Et après, je peux venir supprimer ça et déplacer toute cette logique à l'intérieur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vient faire Next Safe Action en plus de tout ça? Donc là, on va pouvoir supprimer ça, refactor ça ici. Ce qui vient faire aussi, c'est gérer les erreurs. Et donc à ce moment-là, quand on fait ça, on va pouvoir voir que dans le client, cette fonction va plus jamais return d'erreur parce qu'elles sont toutes catchées. Et on peut faire si result.validationError toast.error, et bien ici on peut venir afficher result.validationError ou value is invalide. Et dans le cas contraire, on peut afficher le toast.success. Et donc à ce moment-là, on va avoir value is invalide. Et on peut voir que lui, il nous retourne précisément error number must be less or equal to 5. Et donc, grâce à cette librairie, ça nous permet d'éviter trop des erreurs et toujours de retourner des 200. Donc là, on est sur des server action, donc c'est normal. Erreur un peu plus intéressante, l'erreur numéro 5, c'est tout simplement le fait de faire attention à ce que tu passes à des client components. Tu vois qu'ici, c'est un client component parce qu'il y a de l'interactivité. Et donc ici, quand je vais dans le fichier 5, on peut voir qu'on a les users qui se situent juste ici, et que je viens passer en props ici, userType est égal à user. Ce qui est intéressant ici, quand on affiche la console, c'est que on peut voir que moi, en ayant récupéré tous les users ici, quand je refresh, et bien ici, je peux console.log props.user pour voir toutes les données que mon client reçoit. Mais lui, il reçoit tous les détails, hein, y compris par exemple une donnée qui pourrait être sensible, le password hash de mes utilisateurs. Bon, alors c'est moins sensible qu'autre chose, mais ça reste sensible. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il faut faire attention? Si on va dans le network et qu'on refresh, tu vas pouvoir voir qu'il y a plein de queries qui se font, notamment par exemple page, ici il y a hop, la page.js, etc. Et que si on va dans la response et que j'essaie de chercher une donnée qui devrait être secrète comme ici ce password hash, donc là si je copie le password hash et que je vais dans network, que ici on refresh la page, on va pouvoir voir que dans la page, si ici je viens et que je recherche ce password, il n'est pas trouvé. Si je vais dans le main, il n'est pas trouvé, mais il va être trouvé, t'inquiète pas. Pareil, ah non, pardon, dans le fichier HTML, donc dans 5, tu peux voir que Next.js, il vient donner tout un objet ici avec self.next.push et il vient donner toutes les données pour hydrater nos composants, dont, des emails, des recent contact ID, des password hash, etc. Il vient donner toutes les informations. Et tout ça, c'est assez dangereux pour notre application parce que ça vient leak toutes les informations, données confidentielles de l'utilisateur. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça et de donner le minimum d'informations au server action. Comment est-ce qu'on fait ça dans la pratique? Dans la pratique, on va dans notre composant ici et on vient rajouter un select. Et ici, par exemple, avec Prisma, on vient select uniquement l'ID, le name, et c'est tout ce qu'on a besoin. Et ensuite, ici, à la place de dire qu'on veut tout le user, nous, on a juste besoin d'ID, de name, de type tableau. Et de cette manière, ici, on se retrouve avec plus aucune donnée qui est leak. Et on peut le voir, maintenant si je retourne ici et que j'ai fait la modification et que j'essaie de venir dans Network, que je vais dans cette page-là et que je recherche l'email que j'avais cherché avant, eh bien, il est plus disponible parce qu'on vient plus l'envoyer à nos client components. Donc chaque fois que tu affiches, que tu récupères des données ici, comme user table et que tu viens passer des données, donc là on a des types qui sont pas très justes, ça doit être parce que name, il peut aussi être égal à nul, mais c'est pas très grave. Et ben il faut toujours sélectionner les données pour éviter d'avoir trop de données qui sont envoyées à notre client.
L'erreur numéro 6, c'est d'oublier de mettre des suspens. Tu vois que ici, je viens récupérer tous les utilisateurs et que je viens récupérer toutes les organisations, comme ceci. Donc, organisation et utilisateurs avec leur email. Ce que tu peux voir ici, c'est que j'ai une page loading, qui est le loader que tu vois quand je refresh, et qu'ensuite, mon org table, elle prend ici, elle récupère les organisations, mais elle prend un peu de temps parce qu'elle prend 5 secondes pour le faire. Donc, imaginons que ça prenne du temps. Et que ma user table, elle prend 1 seconde pour le faire. Donc ici, en tout, j'attends 5 secondes parce que j'attends que tous les composants soient faits avant d'afficher. Donc c'est-à-dire que malgré que j'ai téléchargé ceci en moins de 1 seconde et que même la page entière, elle est ready au bout de même pas 1 seconde, comme ceci, eh ben je vais quand même attendre 5 secondes pour afficher toutes les données. Maintenant, la solution à ça, c'est de toujours, chaque fois que tu as des serveurs components qui font des queries et que tu n'as pas envie de les attendre, d'afficher des fallbacks. Donc ici, je peux faire fallback avec ici un skeleton qui aura ici une petite class name de 8. Et du coup, je vais le faire pour les deux. Et à ce moment-là, en fait, je viens dire à React, tu n'es pas obligé d'attendre ce composant. Tu peux déjà afficher ma page. Et en attendant que mon composant charge, tu vas pouvoir afficher un skeleton. Et à ce moment-là, au lieu d'afficher la page à ce moment-là, on vient l'afficher directement quand la page est prête. Et on peut le voir juste ici. Quand je refresh, maintenant ça m'affiche instantanément la page et que ça charge juste nos deux composants. Et tu peux voir que lui, il prend 5 secondes et il prend son temps. Mais en attendant, on a quand même la page. On peut déjà voir les utilisateurs. On peut déjà passer à l'action et c'est très important comme façon de faire. L'erreur numéro 7, c'est la gestion des erreurs. Alors, il faut savoir qu'il y a le fichier error.tsx qui permet de catch les erreurs. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un error.tsx à cet endroit-là qui catch toutes les erreurs de mes erreurs ici, de la route error. Le truc avec ce fichier error.tsx, c'est qu'il va faire un layout shift. Le truc, c'est que si ici, j'affiche un chargement avec ici un fake comme quoi tu fetch des données, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir ici layout numéro 7, un loader parce que j'ai affiché un layout et là on a un layout shift, c'est-à-dire qu'on a toute la page qui s'explose et qui nous affiche une grosse erreur en pleine face. Il est essentiel d'afficher des erreurs localisées. Donc ici mon erreur, je vais pouvoir la copier et la coller dans mon dossier inner, donc pour dire à l'intérieur. Et à ce moment-là, quand je fais ça et que je refresh, et ben tu vois que là on a le loading qui apparaît dans le layout, donc ici, et qu'on va avoir l'erreur qui va juste apparaître au bon endroit, au bon emplacement de notre page. Et tu peux voir que si dans notre layout ici, j'affichais des composants comme ici, une card avec une petite card header, par exemple au-dessus et en dessous de mon props.childrun, vu que j'ai ici mis un fichier loading et un fichier erreur localisé à côté de ma page qui prend du temps à charger, et ben je vais avoir l'erreur qui va se placer exactement à l'endroit où elle devait, vu qu'ici, boum, elle vient se placer au bon endroit et elle ne fait pas erreur à toute notre page. Donc il est essentiel de mettre des erreurs et des fichiers loading de manière localisée. Moi sur Node.js, j'ai des super raccourcis pour faire ça. Tu peux te rendre sur node.ts.app pour check ça, mais en clair, quand je fais n LOA pour N loading, ça me fiche une loading page basique. Et quand je fais NERR, NError, ça m'affiche une error page basique, pardon. Comme ça, on s'embrouille jamais avec ça et on peut les créer rapidement, facilement. Il y a moins de friction, c'est plus efficace. L'erreur 8, elle est très intéressante parce que quand on avait fait cette user list, en fait, moi, j'avais transformé la user table en use client uniquement parce que ici, j'ai un on-click quand je delete et que je delete le user quand on clique ici. Uniquement pour ça, parce que j'ai un on-click, parce que j'ai de l'interactivité. Et si tu as vu ma vidéo sur la masterclass sur les serveurs action, eh ben tu sais que dès qu'on a de l'interactivité comme ça, on doit utiliser useClient. Mais en fait, tout le reste de la page ici, il n'a pas besoin de useClient. Donc ici, cet exemple, il est nul parce qu'il n'y a pas grand-chose et que c'est pas très grave. Mais imagine-toi que tu as une grande page avec des graphiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on met tout ça en useClient au lieu de mettre que ça? En sachant que tout ce qui n'est pas mis en useClient va être fetch et va augmenter le bundle size. Ce qu'il faut faire en général et ce que je fais très souvent, c'est qu'ici on va créer un petit composant, delete user button.tsx. Celui-ci va afficher uniquement cette partie-là. Donc ici on va faire delete user button avec le petit bouton importé au bon endroit comme ceci. Celui-ci va prendre un user ID string, il va afficher delete user props.user.id, point d'interrogation.
Et ici, je vais pouvoir prendre mon delete user bouton, que celui-ci, je passe en use client. Je vais dans page ici et j'affiche delete user button avec le user ID. Et à ce moment-là, il n'y a rien qu'à changer à ma page. Quand je clique sur le bouton, ça m'affiche toujours le delete user. J'ai quand même l'ID pour pouvoir le delete, etc. Mais la différence, c'est qu'ici, ma page, je peux enlever le use client. Et donc, cette page-là, elle va être plus optimisée. On va enlever la quantité de JavaScript à envoyer. Et tu peux le voir parce que quand je rajoute le use client, eh ben, il va falloir parser les props qui sont ici et les passer dans notre composant. Donc ici, quand je vais dans Network, que je refresh, que je vais dans 8, et si je cherche Melvin, melvinx.dev plus 12@gmail.com, tu peux voir qu'il apparaît ici dans notre HTML, mais il apparaît aussi dans cette partie dégueulasse avec self.next.push, etc. Donc tout ça, on va devoir l'envoyer. On va devoir dupliquer les props, sans parler du page.jsx, qui lui aussi va devoir prendre ses props pour afficher le composant, etc., etc. Dès que j'enlève ce use client, à ce moment-là, et que je refresh ma page, et que je vais ici et que je cherche melvinx.dev plus 1.2, et bah cette fois, je vais plus avoir tout ce code qui va se fetch et je vais uniquement l'avoir au bon endroit, c'est-à-dire melvinx.dev à l'endroit du JSX qu'on est juste ici. Et donc, c'est exactement ça qu'on veut. Hey, mini placement de produit entre ces deux erreurs. Si tu as envie de devenir un pro de Next.js, tu retrouveras en premier lien dans la description un cours suivi par des milliers de développeurs qui va faire exploser ton niveau en Next.js. Je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description et on recommence tout de suite la vidéo. Erreur numéro 9, c'est la fameuse erreur d'hydratation. Pourquoi est-ce qu'on a cette erreur d'hydratation ici? Parce que on interagit avec des données du DOM côté serveur ou avec des dates par exemple. Donc ici dans href, je ne sais pas pourquoi j'ai nommé ce composant comme ça, j'affiche date.toLocalString dans ce composant côté client. Et du coup, ce composant côté client, quand je refresh, il a cette erreur comme quoi, côté serveur, vu que mon ordinateur est en anglais, ça m'affiche AM, mais vu que mon navigateur est en français, ça m'affiche ceci côté client. Et donc, on a une erreur d'hydratation. En règle générale, on n'a pas accès à tout ce qui est window. Et même si ici, j'affiche, par exemple, juste en dessous, window href exactement window.location, donc ici il faudrait plutôt que j'écrive date, ce serait plus intelligent, et ici je peux faire window.location.href. Quand je fais ça, on va avoir cette fois une erreur dans la console. Tu ne peux pas utiliser window.location.href, c'est pas normal. Donc pour faire ça, si tu as vraiment besoin de ces composants là, tu peux faire en sorte que ils s'affichent uniquement uniquement quand ils sont rendus côté client. Ça suffit pas en fait de faire, donc si ici je fais juste if type of window est complètement égal à define, je retourne nul comme ceci, ça va pas suffire et on va quand même avoir une erreur d'hydratation parce que en fait le composant il va s'exécuter 3 fois. Il va s'exécuter une première fois en server side et là il va retourner nul comme ceci. Mais ensuite quand il va s'exécuter côté client side, il va s'exécuter une première fois où il va aussi retourner nul. C'est-à-dire qu'il va juste afficher ce qui est server-side. Et ensuite, il va activer React. Et là, il va afficher le composant, donc avec les divs. Et donc, lui, l'erreur d'hydratation, elle passe à ce moment-là, quand on est client-side, et qu'on vient passer de cet état-là à cet état-là. Quand on passe de cet état-là à cet état-là, le rendu doit être le même. Pour résoudre ça, il y a un hook qu'on utilise souvent, c'est useIsClient. UseIsClient, il va avoir un useState avec un useEffect qui set le client, et ce useEffect est exécuté uniquement après cette étape-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir cette étape-là. Une fois qu'on a rendu client-side, on va faire setIsClient true, comme quoi on est client true. Et à ce moment-là uniquement, on va return la div. Et donc, ici, tu peux voir qu'entre ici et ici, on a le même rendu. Et c'est que côté client qu'on va changer ce rendu. Et donc, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est si on n'est pas côté client, je retourne nul. Et de cette manière, tu peux voir que maintenant, j'ai plus d'erreur d'hydratation et que mon composant s'affiche uniquement quand React s'exécute. Donc, dans l'idéal, il ne faut jamais utiliser ça. Mais dans les cas exceptionnels où tu as vraiment besoin d'afficher des données côté client, par exemple, je sais pas, un breadcrumb qui ferait des calculs, etc., c'est intéressant d'utiliser ceci. Tu peux aussi, si tu as besoin du passname, utiliser les hooks comme passname
Et use passName, la différence qu'on vient afficher juste ici, quand on fait ça avec le passName et que je supprime toute cette histoire de date, etc., c'est que use passName, il va pas créer d'erreur parce que il est serveur, côté serveur, lui, il sait son passName. Donc, il va afficher le bon passName côté serveur. Mais attention, si tu utilises use passName, pour éviter d'opt-in toute ta page en client-sale, il va falloir rajouter un suspense ici, un suspense, afin de pouvoir gérer. Donc il va jamais s'afficher, mais parfois il va s'afficher et c'est mieux de faire ça. Tu vas voir, tu auras des erreurs en production sinon, si tu fais pas ça. Erreur que je vois et qui est assez intéressante aussi, c'est quand tu fais des queries. En fait, au lieu de venir, pour cette erreur 10, faire tout le temps tes queries dans tes server components, ce qui peut parfois mener au fait que tu auras plein de queries qui font la même chose. Par exemple, ici, si on récupère le current user à plusieurs endroits, ou si on fait ça à plusieurs endroits, et ben on va avoir la même query et on va la copier-coller partout. Ce qui est intéressant, c'est de créer une méthode ici getUser dans une méthode user.query.cs et dans notre page, venir faire ce getUser comme ceci. Moi, ce que je fais même souvent, c'est que ce getUser, il va avoir un truc pas très pratique. C'est que si ici, j'affiche un layout, que je fais endpage layouts, et que ici, je veux afficher les users aussi dans le layout, tchac, 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 et par exemple, ici, afficher le nombre d'utilisateurs, user.length, chaque user.length dans la header. Et qu'ensuite, dans la page, ici, on va remplacer ça par une card, comme ceci. Et ben, tu peux voir qu'à ce moment-là, si je vais dans l'erreur numéro 10, et ben, j'affiche ici user9 et ensuite j'affiche mes utilisateurs dans la card. Le truc, c'est que ma query ici, si je fais logger.debug getUser, tu vas voir qu'elle s'affiche deux fois. Donc, je viens faire deux fois l'appel de getUser. Une fois dans le layout, une fois dans la page. Mais deux fois, ça me retourne les mêmes données. Et donc, l'avantage de séparer tes méthodes, c'est que des fois, moi, ce que je fais, c'est que je viens utiliser la méthode cache de React. Tu as juste à wrapper ta méthode dans la méthode cache de React. Et à ce moment-là, tu peux voir que automatiquement, si je refresh, boum, et ben le getUser s'appelle qu'une seule fois. Donc, attends, je vais le refaire. Hop là, tu peux voir que le getUser s'appelle qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que cache, il vient faire en sorte que dans tout le contexte de ton arbre React, eh ben, on va venir appeler cette méthode qu'une seule fois et qu'après on va venir cache, donc stocker la réponse pour la retourner plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment pratique. Attention, parce que si j'appelle getUser dans des server action ou dans des API routes, ça va pas fonctionner. Donc, ce que parfois je fais pour être encore plus stylé, c'est que je fais user.query.react.ts comme ceci, où tu pourrais faire .server-side component comme tu veux, et que ici je viens pas utiliser la méthode cache comme ceci, et qu'ensuite je fais export getUserCache qui appelle la méthode cache avec ici getUser comme ceci. Et à ce moment-là, en fait, j'ai une méthode séparée parce que, en fait, le pire avec cette méthode cache, c'est que si tu importes ce fichier, si tu apportes un fichier qui possède la méthode cache, tu vas avoir une erreur dans tes serveurs action et dans tes API routes. Et donc ici, je viens créer un fichier séparé. Et là, je fais getUserCache. Et j'appelle très souvent ces méthodes-là. Par exemple, si tu installes Node.js, tu verras que très souvent, j'ai ce nom de méthode un peu cache partout afin de cacher les données. Erreur numéro 11, ça consiste en l'optimisation des queries. Parfois, tu vas vouloir récupérer plusieurs queries, comme ici tous les users et toutes les organisations. Et donc là, on va faire deux queries qui vont prendre deux fois plus de temps. Parce que du coup, si je vais dans l'erreur numéro 11, on va avoir la première liste et la deuxième liste. Et on va faire query 1, on attend qu'elle soit terminée, query 2. Une technique, c'est de remplacer ça par org query et user query, pardon, check. Enlever le await afin de retourner des promises comme ceci. Et avec Prisma, tu peux faire const user org est égal à prisma.transaction de user query et org query. Comme ça, en fait, on va faire qu'une seule query au lieu d'en faire deux. Et comme ça va aller normalement deux fois plus vite suivant la taille des données. Donc ça ne change pas grand-chose, donc je te partage le tips, mais en général, si tu as plusieurs queries qui se suivent, eh ben, tu peux faire ça. Et là, tu vas trouver que la syntaxe, elle est moche. On doit faire user query, org query, etc. Le plus simple de chez simple, c'est même de remplacer ça comme ceci, avec ça, et de pouvoir récupérer toutes ces données en une seule ligne où tu vas tout avoir
afin de pouvoir récupérer toutes tes données d'un seul coup et d'éviter de faire plusieurs fetch. Donc ça reste assez lisible, hein. Premier argument ici, le résultat il va dans le premier paramètre. Deuxième argument ici, le résultat il va dans le deuxième paramètre. Alors j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais on y est presque. Donc voilà, petite information. 12e erreur, c'est celle de ne pas valider ces variables d'environnement. Tu n'es jamais sûr quand un collègue vient récupérer ton code qu'il a bien setup toutes les variables d'environnement. Et donc il pourrait avoir des graves erreurs si il les a pas setup. Pour rajouter une vérification de variables d'environnement dans ton code, tu peux aller dans env, ici, créer un fichier comme ceci avec database URL et créer un objet ici qui vient parse tes données comme ceci. Donc ça, c'est la première méthode qui fonctionne très bien. La deuxième, c'est d'utiliser la même librairie que j'utilise là. Donc là, si on va dans env.ts, mais mon deuxième fichier env.ts, j'utilise T3OSS env Next.js. Pourquoi est-ce que j'utilise une librairie au lieu de faire ça avec Zod? Encore une librairie pour ça, et ben en fait c'est assez simple. C'est que on va pouvoir séparer les variables d'environnement côté serveur qu'on vient mettre ici aux variables d'environnement côté client. En moins, lors du runtime, les variables d'environnement côté client seront accessibles. C'est-à-dire que si ici par exemple je veux set stripe publishable key dans ce fichier-là et que j'utilise le fichier env, et que là je viens dans mon fichier env et que j'ajoute stripe publishable key z.string, que je transforme ça en useClient, et qu'ensuite, ici, je récupère, comme ceci, env de /env.stripe_publishable_key, et que j'affiche publishable_key, comme ceci, et on va l'afficher ici dans mon fichier 12. Tu peux voir que là, quand je refresh, eh ben, on a une erreur. Donc là, on a un écran noir. Cet écran noir, il vient parce que ce fichier env, il a pas validé, il a trop une erreur. Je sais pas pourquoi ça ne l'affiche pas. Ça nous l'affiche, puis ça nous la cache. Parce que côté client, vu que j'ai mis cet élément en useClient comme ceci, hein, donc là, si on voudrait faire encore plus le kéké, on va faire useIsClient. Si on n'est pas côté client, on retourne nul. Hein. Comme ça, on est bon. Là, je refresh et là, tu vois qu'on ne voit rien. On voit une erreur. Parce que cette variable n'est pas disponible. Alors que quand j'utilise env de ma librairie, donc ici lib/env, et ben cette fois, la variable, elle va être disponible ici, ma stripe publishable key, parce que cette librairie-là, elle vient séparer les éléments en fonction du runtime. Donc, si tu essaies de récupérer côté client, et ben, ça te donne que les clients. Côté serveur, ça te donne que les serveurs. Et donc, il y a tout qui fonctionne parfaitement. Une erreur que je vois souvent, c'est concernant la recherche. Tu vois qu'ici, j'ai créé une route dans mon fichier 13 qui fait 13/user_id /page. Et ici, je récupère le user ID. Et s'il n'y a pas d'utilisateur, j'affiche, je return ici user not found. Donc ici, tu vois que quand je mets un ID, ça valide. Je peux voir user Luc. Mais si je mets n'importe quoi, ça me fait user not found. Le problème ici, c'est que quand on va dans mon network et que je refresh, on peut voir que cette page, elle me retourne une 200. Elle me retourne une 200 comme quoi il y a tout qui va bien. Alors que j'ai pas, et cette donnée n'existe pas. Pour résoudre ce problème, on va pouvoir utiliser notFound. Et on va pouvoir venir créer un fichier ici, notfound.tsx. Pouvoir ici créer une page layout comme ceci. Enlever les paramètres, c'est pas très grave. Et ici, pouvoir return user not found, ou ici plutôt, on va retourner une card comme ceci, card header, card title, user not found. Et comme ça, on affiche à l'utilisateur que l'utilisateur n'est not found. Et donc là, tu vois que j'ai la même chose, user not found, sauf que ici, j'ai bien une 404. Donc il y a deux avantages à faire ça qui sont très importants. Le premier, c'est cette 404 ici qui est très importante. Le deuxième, c'est de pouvoir mieux séparer son code, comme ceci, tu vois, hop, on retourne not found. Et si c'est not found, eh ben, j'affiche cette page-là. Là, le routing se gère automatiquement pour la page not found. Donc c'est vraiment très, très pratique. L'erreur numéro 15, que je vois très souvent aussi, on peut voir ici que j'ai encore une fois ce user et que dans cette page, cette fois, je récupère le current utilisateur et je throw une error. Je throw une error ici et ensuite j'ai un fichier error.tsx pour que error.tsx soit efficace. Je l'ai mis ici et à cet endroit ou à cet endroit, on peut aussi le mettre ici, ça va très bien. Et ben mon error.tsx, j'affiche error.name et error.message pour afficher un feedback utilisateur. Et donc si ici je vais sur
error/14, on peut voir que normalement je vais avoir une erreur. You must be logged to access this page. Donc c'est super, tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, bah c'est super parce que bah, mon utilisateur, il sait le problème et il va pouvoir agir en conséquence. Grâce à mon inventivité où je suis allé récupérer le error.message dans la route error de Next.js. Problème qui est de taille, c'est que si ici je coupe mon serveur et que je fais pbuild pour build d'application, on se retrouve dès que c'est build. Donc là j'ai lancé le serveur et donc ici je peux faire comme si j'étais en production parce que j'ai utilisé pnpm start après avoir fait le build et donc à ce moment-là quand je viens sur hop là, localhost 3000, et bah cette fois on voit an error occur in the server component render. Le message spécifique est supprimé en production pour éviter d'envoyer des sensitive data. Donc tu ne peux pas, donc l'erreur numéro 14, c'est tu ne peux pas récupérer l'erreur, ça sert à rien. Tu peux la log ici pour le dev ou report l'erreur, etc. Mais tu ne peux pas l'afficher, ça sert à rien et donc ne fais pas ça. Finalement, l'erreur numéro 15, c'est fais attention. Avec tes méthodes en use client, il faut savoir que si tu travailles en équipe surtout, n'importe qui peut appeler des méthodes secrètes. Des méthodes qui peuvent que être faites côté serveur. Vu qu'on mixe le front-end et le back-end avec Next.js, il est essentiel de faire attention à que tu ne leaks pas les informations entre guillemets secrètes de ton application. Et donc pour faire ça, tu peux faire import de server only. Server only, il va faire en sorte que n'importe qui essaie d'importer ta méthode en server only dans son server component, il ait une erreur spécifique qui lui soit affichée. Donc il est essentiel de faire ça si tu travailles en équipe. Si tu travailles seul, c'est moins important parce que tu t'y retrouves un peu, mais quand même, si tu as vraiment des méthodes spécifiques. En sachant que ça sert un peu à rien si tu utilises Prisma. Parce que tu vois que si ici je fais prisma.user.findFirst et que j'essaie de retourner ceci comme ceci, et que là je fais ça, et ben dans tous les cas je vais avoir une erreur parce que Prisma ne peut pas être importé. Et du coup on va avoir l'erreur dès que tu essaies d'importer Prisma. Ici tu vois qu'on a une erreur à cause des variables d'environnement parce que Prisma est utilisé à plusieurs endroits. Et donc par défaut, si tu utilises Prisma ou Stripe, normalement, tu n'as déjà pas besoin d'utiliser Server Only. Mais c'est quand même important que je te le spécifie. Voilà pour ces 15 erreurs. Si ça t'a aidé, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de mettre un commentaire et surtout d'aller tester mon cours Next.js qui te permet vraiment de comprendre parce que là, on a vu les erreurs, mais tu les as peut-être pas toutes comprises. Et donc, dans le premier lien sous cette vidéo, tu trouveras un cours Next.js gratuit suivi par des milliers de développeurs. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.